Et yo tout le monde, c'est Karcha. Et Alfred. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du LDCP sur les Pokémon. Et Dieu sait qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Sachant que certains Pokémon sortaient un petit peu de mon champ de compétences et de connaissances, j'ai dû faire appel à de grands experts. Des gens pour qui Pokémon n'est pas forcément une passion, mais certaines branches de la paléontologie le sont vraiment. C'est ce renfort qu'Alfred a été chercher. Et vous allez pas être déçus. Aujourd'hui on s'attaque aux Pokémon inspirés de créatures disparues, mais qui ne sont pas des dinosaures. Alfred, balance les enregistrements. Ouais, attends, j'essaie de les retrouver, là. Gros, s'il te plaît, il fait chaud. C'est bon, j'ai. Lilia, le Pokémon lisse de mer. Celui-ci vivait dans les mers chaudes il y a 100 millions d'années. Lilia reste accrochée à son rocher, attendant que ses proies se jettent dans ses tentacules. Son talent de mimétisme lui permet de se confondre avec les algues. Ce Pokémon est de type plante roche. Il ressemble certes à une plante, mais son inspiration n'en est pas une du tout. Pour cela, il faut se rendre à l'Ordovicien, période à laquelle sont datés les premiers crinoïdes. Malgré leur physique rappelant la morphologie d'une phéophysée comme les laminaires, les crinoïdes sont des animaux marins, au même titre que les oursins ou échinides, les astérides, les holoturides ou concombres de mer, bref, un échinoderme. Le type plante de Lilia n'est donc ici que pour coller à son look, même si certains Pokémon mériteraient plus ce type que lui. Hey, bonjour à tous. Les noms de Lilia en japonais et allemand proviennent là encore du crinoïde. En effet, en allemand, les Liep vient de Lys et l'île Kiep, qui est un atoll des îles Marshall. En japonais, Lilila vient de Lily, signifiant lys en anglais, et de Lila, comme en français. Le nom français a préféré appuyer l'aspect plante du Pokémon. Bon, si on s'attaque au design de ce Pokéfossile, eh bien c'est assez ressemblant au crinoïde dit pédonculé. La forme générale est correcte, on retrouve les crampons servant à l'animal pour s'accrocher au rocher, le pédoncule est visible avec ses anneaux, même si assez petits. Le tech se retrouve ici ornementé de cercles jaunes. Enfin, les bras sont présents même si leur forme diverge des crinoïdes classiques, car les podia ne sont pas présents. Les designers ont rajouté les yeux, logique pour un Pokémon, comme si un animal habitait le crinoïde. Regardons maintenant si son évolution nous apprend plus de choses. Vassilis, le Pokémon bernacle. Plus grand que Lilia, il utilise son long cou pour capturer les malheureux Pokémon s'approchant trop près de lui. Déplaçant lourdement son corps, il lui arrive de chercher sa nourriture en bord de mer, utilisant son acide pour les dissoudre. Au niveau 40, Lilia se développe, grandit et évolue en Vassilis. Là encore, il y a pas mal de choses à dire. Son nom, Vassilis, vient de vaciller et de lys. La référence au crinoïde est bien présente en français. Par contre, pourquoi ajouter vaciller ? Eh bien, cela vient du mouvement de l'animal, mu par le courant marin. Passons maintenant au design de Vassilis. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Sa couleur change passant du violet au vert, appuyant le type plante du Pokémon. Le corps est plus imposant, mais rien ne change vraiment, à part le motif jaune étant apparu. Nous en reparlerons ensuite. Le pédoncule, lui, est plus long, donnant plus de prestance au Pokémon. Sa tête a subi beaucoup de changements. Si on se base sur les bras de Vassilis, on peut en déduire qu'en évoluant, sa tête est sortie du tech. De plus, des motifs semblables à ceux de son corps sont visibles, formant des yeux. Voilà quelque chose d'intéressant. Vassilis est désigné comme un prédateur. Si on regarde son Pokédex, il nous dit que ce Pokémon chasse en eau profonde, en allongeant son cou ou bien en marée basse sur la terre ferme, les dissolvant avec des sucs digestifs. On peut remarquer ici que Vassilis n'est pas inspiré que du crinoïde. Déjà l'animal n'est pas censé se déplacer, étant benthique, c'est-à-dire restant accroché sur un support. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt ses motifs et son mode de chasse. Ça fait vachement penser aux plantes carnivores qui dissolvent leur proie avec les sucs digestifs aussi. De plus, ces motifs, souvent de couleur vive, peuvent être utilisés pour certaines plantes, pour attirer leur proie. Et pour compléter, ces sortes d'yeux peuvent être utilisés pour impressionner les prédateurs,
ou bien comme trompe-l'œil pour ses proies. Bon, maintenant plaçons-le dans notre charte chronostratigraphique. Son Pokédex ne nous donne pas de date, mais on peut le placer à l'Ordovicien pour leur apparition et le faire disparaître à la fin du Crétacé, comme une grande partie de la biodiversité des crinoïdes. Il faut préciser que les crinoïdes sont encore présents dans les océans, on les connaît sous le nom de lys de mer. Seules certaines espèces ont disparu, dont Vassidis aurait pu faire partie. Concernant sa classification, elle est quasiment impossible, on peut juste dire que c'est un crinoïde, dans le monde de Pokémon bien entendu. Bon, pour terminer, je trouve que Lilia et Vassilis sont plutôt de bonnes références par rapport à la pâle. Ce sont des images de crinoïdes dans un univers totalement fictif. On peut rajouter bien sûr les Pokémon comme Anorith, qui sont aussi de superbes références, qui font référence à l'Anomalocaris dans Pokémon. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, ça rajoute un peu de cachet à cet univers totalement fictif. Pokémon et les arthropodes, même si ça en a pas forcément l'air, c'est en fait une vieille histoire d'amour. Puisque le concept même de Pokémon vient de là, avec Satoshi Tajiri qui collectionnait les insectes quand il était petit. Petit rappel, au cas où, un arthropode c'est une bestiole qui est dans un exosquelette segmenté et qui mue régulièrement. Donc un poulpe ou un ver de terre, c'est pas un arthropode, même si le ver de terre est segmenté. Par contre, les mille pattes, les insectes, les arachnides, les crustacés, les trilobites, etc., c'est bien des arthropodes. C'est segmenté, ou tout du moins ça l'a été à un moment de son évolution, et ça mue régulièrement. Yanma, le Pokémon Translel. Ce Pokémon peut voir à 360 degrés, ce qui lui évite de bouger la tête dans tous les sens. Ses ailes sont si puissantes qu'elles génèrent des ondes de choc très violentes. Il plonge sur ses proies en piqué afin de les dévorer. Et on va commencer mignon avec du type insecte. Le type insecte est bien représenté dans Pokémon, faut être honnête, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Yanma et son évolution Yanmega. Comme vous pouvez le voir, ça a une bonne vieille tronche de libellule. Son nom japonais vient d'ailleurs littéralement de là et veut dire libellule. Il a juste visiblement des ailes au bout de l'abdomen. Après, qui suis-je pour juger ? Commence à me parler poliment. Les inspirations pour celui-là sont multiples, les couleurs étant potentiellement tirées de Sympetrum fonscolombi, une libellule des zones humides européennes. Et là vous vous demandez peut-être où est-ce qu'elle est l'arnaque, puisque Karcha a pas appelé sa vidéo récital de Poképédia illustré. Donc premier indice de pourquoi j'en parle, c'est 1,2 mètre d'envergure. Ce qui est absolument gigantesque et me permet de faire le lien avec son évolution, Yanmega. Yanmega, le Pokémon libellogre. Aidé de ses mandibules extrêmement dangereuses, il mord ses victimes en plein vol. Les battements de ses ailes infligent de graves blessures internes. Yanmega est si puissant qu'il peut porter un adulte entre ses 6 pattes. Nom qui est amplement mérité puisque là il n'y a plus vraiment de doute. Cette lignée de Pokémon vient tout droit de la Meganeura, un genre d'insecte géant qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui la France et l'Europe occidentale, alors que ces régions étaient à l'équateur et couvertes de forêts marécageuses au Carbonifère. D'ailleurs, d'un point de vue jeu vidéo, Yanma évolue en apprenant l'attaque pouvoir antique, comme Mamochon, appuyant ainsi le passage vers une créature disparue et plus colossale. Même si pour le nom on garde un peu de l'étymologie japonaise de libellule, en français le suffixe méga vient très sûrement de la Meganeura. Outre le design évidemment cartoonesque, on est dans Pokémon, Yanmega respecte assez bien son inspiration éteinte puisque le groupe auquel appartient Meganeura, les Méganeuropsides, est connu pour avoir des petites structures au bout de l'abdomen qui sont aujourd'hui perdues chez les libellules et les demoiselles modernes, les deux picots parallèles y ressemblant pas mal. Outre les cerques, des appendices possédés par les insectes les plus archaïques, on pourrait les assimiler aux structures reproductives de certains mâles d'espèces cousines de Meganeura moni. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Comme par exemple le genre Namurotypus, qui est lui par contre bien connu en Belgique. Ce Pokémon a une bonne tronche de prédateurs, ce qui est cohérent avec ce qu'on suppose de Meganeura, considéré par les paléontologues comme un super prédateur des forêts tropicales du Carbonifère. Yanmega est aussi décrit comme expert du vol stationnaire. Là, le lien avec Meganeura est un peu compliqué à prouver, puisque c'est pas vraiment en jetant un fossile de Meganeura du 12e étage que je vais prouver ça.
Mais jette-toi par la fenêtre, fais rendre service à la société, je sais pas. Mais c'est un trait qu'on retrouve aujourd'hui chez les libellules, dont les deux paires d'ailes sont indépendantes et permettent justement cette manœuvre. Et même si Yanmega est un Pokémon actuel, si on devait le placer sur une frise chrono, bon, on pourrait le mettre au Carbonifère. Mais avec ça, le portrait d'une Meganeura pokéifiée est rempli. Bon, par contre, au niveau de la taille, cherchez pas, que ce soit Yanma ou Yanmega, les deux sont beaucoup trop grands. Le premier, on fait rentrer 2 Meganeura adultes en envergure, et pour le deuxième, c'est même 3 Meganeura. Bon, par contre, on parlait du Carbonifère, et on va y rester avec les 2 prochaines lignées d'évolution de Pokémon, avec là des bons vieux Pokémon fossiles comme on les aime. Kabuto, le Pokémon Carapace. Ce Pokémon vivait il y a 300 millions d'années dans le fond des mers. En cas de danger, il se protège à l'aide de sa carapace robuste. Malgré sa disparition à grande échelle, certains individus ont survécu et vivent dans une certaine région. Petit rappel que les Pokémon fossiles, c'est un concept qui est pas tout jeune quand même, puisque c'est présent dès les débuts de Pokémon, puisque parmi les 3 de la première génération, on avait Kabuto, ramené d'entre les morts en trifouillant un fossile dôme. Concernant ses origines, c'est pas très compliqué, puisque sur le plan étymologique, le terme Kabutogani signifie limule, tout simplement. Hein? Voilà. D'ailleurs, histoire de mettre bien ça dans vos têtes, limule est un terme qui désigne en réalité 4 espèces différentes, et réparties en 3 genres, que sont Carcinoscorpius et Tachypleus en Asie et Océanie, alors que le plus connu c'est celui de la limule américaine, qui est Limulus. Au moins le nom de genre parle de lui-même. Kabuto possède 4 yeux visibles, 2 au-dessus et 2 autres en dessous vers l'avant, ce qui est un clin d'œil aux 10 yeux de la limule, même si bon, perso, j'ai l'habitude de ces bestioles, et faut être quand même déter pour les voir les 10 yeux. Au niveau anatomique, on est clairement sur un chibi de limule qui a même des petits airs de triops, et c'est raccord avec la langue japonaise puisque limule se dit Kabutogani au pays du soleil levant comme je l'ai dit un tout petit peu avant. Il ne possède que 2 paires de pattes en comparaison des 5 paires des limules, et au niveau classification, je suis un petit peu réticente à mettre Kabuto dans les limulidés, vu qu'il n'a aucun fucking critère du groupe, mais comme Karcha est actuellement en train de me pointer un Glock sur la tempe, je vais me ranger exceptionnellement de son côté, et on va plus faire confiance à l'étymologie sur ce coup-là plutôt qu'au physique. Le Pokédex d'Ultra Soleil et Ultra Lune nous dit que certains Kabuto ont réussi à survivre dans une certaine région, ça fait beaucoup de fois certaines conditions, et ils auraient vécu il y a 300 millions d'années, soit au Carbonifère supérieur, sauf que Kabuto n'aurait pas évolué depuis son apparition. Qu'est-ce donc cette diablerie? Bon, sans grande surprise, ça vient du qualificatif de fossile vivant que le grand public accroche aux limules depuis des décennies, comme quoi les espèces ayant survécu à l'extinction n'ont pas évolué comme les sélacantes, les limules ou encore plein d'autres bestioles, par exemple les crocodiles, tiens, ça leur arrive de temps en temps. Une bonne grosse connerie, étant donné que les espèces évoluent toujours. Vous demanderiez à un alien de trouver toutes les différences entre notre crâne et celui d'Homo erectus? Je suis pas sûr que vous auriez les réponses que vous voulez par exemple, mais c'est surtout que le registre fossile des limules, il est loin d'être vide. Si on remonte jusqu'au niveau maximal en élargissant aux Xyphosures, on a un sacré paquet d'espèces mine de rien, très variées morphologiquement et ce depuis l'Ordovicien. Les limules modernes n'étant plus que les derniers représentants du groupe et dont les espèces sont apparues bien après la fin du Crétacé par exemple. Et d'ailleurs la date de 300 millions d'années peut surprendre puisqu'à ce moment on est dans les périodes carbonifères puis permiens, mais si pour autant ces périodes sont populairement associées avec le développement des écosystèmes terrestres, le milieu aquatique est très loin d'être en reste, comme l'atteste le boom gigantesque des Bilinuridés en eau douce au Carbonifère. Donc Kabuto vient d'une époque pas si au hasard que ça finalement. Ah ouais. Kabutops, le Pokémon Carapace. Ayant évolué pour aller sur la terre ferme, Kabutops est bien plus redoutable que Kabuto. Armé de ses lames acérées, il traque ses proies avant de se nourrir de leur fluide corporel. Malgré ces changements, ce Pokémon s'est éteint peu de temps après son évolution. Au niveau 40, oui ça demande de un peu former le même Pokémon, Kabuto évolue en Kabutops, dont le nom est composé de Kabuto et de Triops. Là, on abandonne clairement l'aspect « Oh, il est trop cute !» Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Avec une bestiole de 1,3 m de hauteur, lourde d'une 40aine de kilogrammes et équipée de 2 lames aiguisées en guise de premiers appendices. Une version de son origine qui fleurit beaucoup sur internet, c'est qu'il viendrait des Euryptérides, des parents aquatiques éteints des arachnides et des limules. Et laissez-moi vous dire que c'est des bonnes grosses conneries. C'est de la merde. Et que Kabutops est juste en fait une grosse limule mutante. Et pour ce faire, en un peu plus argumenté, petit cours d'anatomie comparé entre un Pokémon et des animaux réels.
Déjà concernant la tête, c'est littéralement un céphalothorax de limule où l'on reconnaît entre autres facilement les grandes pointes génales de nos limules modernes. Pour le reste, même si on a un aspect humanoïde où les pattes des limules sont aux abonnés absents, on reconnaît le telson en pointe des limules et le corps fait un peu penser de loin à la structuration de l'abdomen des limules, avec des pointes latérales et un peu une imbrication de plusieurs segments qui au niveau ventral ressemblent de loin aux branchies des limules. Concernant les deux lames aiguisées par contre, je veux bien reconnaître une possible inspiration des euryptérides qui ont parfois des appendices surdéveloppés, par exemple les ptérygotidés avec ptérygotus pour les chélicères qui forment les grandes pinces, ou Megalograptus par exemple, où c'est la deuxième paire de pattes qui est absolument gigantesque. Et également pour son adaptation à la vie terrestre, je reconnais le petit penchant euryptéride. Alors attention, les euryptérides ont toujours été aquatiques, on n'a jamais trouvé de lignée terrestre chez ce groupe. Mais des traces fossiles ont été découvertes datant du Carbonifère et attribuées à un euryptéride d'eau douce géant. Oui, des euryptérides d'eau douce, ça existait et c'est même d'ailleurs les derniers représentants des euryptérides. Ces traces auraient été laissées à l'air libre, ce qui a suggéré que certains euryptérides pouvaient se déplacer brièvement hors de l'eau, en stockant de l'eau dans leurs branchies pour les garder humides et fonctionnelles. Mais bon, on est loin de Kabutops, et pour l'époque, on reste au Carbonifère comme Kabuto, mais ça, je pense que vous vous en doutiez. Et le Carbo, on va y rester puisque la mère originelle de Pokémon correspondrait à la fin du Carbonifère de ce monde. Et ici, ce sera avec Anorith. Anorith, le Pokémon crustage. Ce Pokémon vivait dans les eaux très pures. Il chassait les autres Pokémon avec ses pinces et ses 8 ailes. On dit qu'il serait l'ancêtre des Pokémon. Oui, là, pour certains, vous voyez le problème. Pour les autres, vous allez le comprendre très vite, parce que si pour autant je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout dire que les Pokémon de maintenant c'est juste des animaux copier-coller, parce que bon, la première génération il y avait ça aussi, on va pas se mentir. Pour Anorith, il n'y a pas photo, c'est un Chibi Anomalocaris à 100%. Petit rappel, ça fait pas de mal, Anomalocaris est le représentant le plus célèbre du groupe des radiodontes, des arthropodes aquatiques très anciens qui ont vécu principalement au Cambrien et à l'Ordovicien, avec des formes comprises entre quelques centimètres et plus d'1 fucking mètre de long. Anomalocaris emporte les traits typiques avec des grands yeux télescopés sur les côtés de sa tête, des appendices tout à l'avant de la tête servant à la manipulation des proies, et des appendices en forme de nageoire sur les côtés de son corps, les appendices terminaux formant une forme en V. Et du coup Anorith, c'est à la fois tout ça et rien de tout ça. Vraiment pas gentil, tu te moques trop toi. C'est un peu le radiodonte de Schrödinger. La description du Pokédex est un peu chelou puisqu'il parle de pinces et d'ailes pour Anorith à la place des appendices céphaliques et des nageoires, tout en insistant qu'Anorith était un habitant d'eau tropicale, et histoire de couronner le tout, il est considéré comme un insecte bien qu'il est aussi considéré comme l'ancêtre des Pokémon. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon, si on fait un tour dans la mythologie Pokémon de base, bien que personnellement elle vaut pas grand chose quand tu fais de la science en Pokémon, c'est Mew qui tient ce rôle. Ça c'est connu et depuis la première génération si je me trompe pas. Au final, beaucoup de texte, alors que copier-coller le fossile au final aurait été bien plus respectueux et logique. Am I a joke to you? Au final, ce qui est le plus respectueux c'est surtout l'arrière du corps, ainsi que ses deux grands yeux géants. Armaldo, le Pokémon blindage. Après son évolution, il regagne la terre ferme, mais continue de chasser dans les eaux profondes. Il nage à l'aide de ses grandes ailes, son armure lui permet d'être protégé contre n'importe quelle attaque. Anorith évolue au niveau 40 en Armaldo, largement plus massif. Il est juste une version terrestre et distordue d'un Anomalocaris après qu'il ait rejoint la côte sur le même principe que Kabutops. D'ailleurs, les deux évoluent au niveau 40. Même si je précise que les radiodontes sont toujours restés dans la flotte. On retrouve les grandes caractéristiques de l'Anomalocaris, mais cette fois-ci en déplacé. Ses appendices sont devenus des griffes, la queue s'est développée, des ailes sont apparues, bien qu'il continue néanmoins de chasser dans l'océan. Oui, et alors? Si on est sérieux 2 secondes, le plus logique au niveau de la frise chronologique, c'est de le placer avec Anorith pendant la première moitié du Cambrien, Anomalocaris étant connu de localités âgées de 525 et 508 millions d'années par exemple. Son nom vient de Anomalocaris, logique, et de Armor et Armadillo, qui veut dire tatou en anglais, et peut-être un peu aussi, j'hypothétise, de Armadillidium vulgare, le nom scientifique du cloporte commun d'Europe. Sauf Kipou, le Pokémon cavaleur. Il est de nature très craintive et n'hésite pas à se sauver au moindre danger, laissant des traces sur le sol.
Sauf-Kipou est très important pour la propreté des sols. Il se nourrit de tout et ramasse ce qui se trouve par terre. Transition parfaite pour la dernière lignée de Pokémon à aborder avec Sauf-Kipou. Pour son côté chétif, Sauf-Kipou est inspiré de plusieurs animaux dont un qui est éteint. Tout d'abord du groupe des isopodes, auxquels appartiennent les cloportes, ensuite du poisson d'argent, petit insecte aptère et courant dans les coins humides de nos habitations, et enfin, ce qui nous intéresse ici, des trilobites. Les inspirations se voient un petit peu partout, avec sa tête par exemple qui ressemble beaucoup à celle d'un Paradoxides, un trilobite qui vivait au Cambrien. En revanche, ses appendices terminaux, ses antennes et ses pièces buccales font clairement penser aux poissons d'argent et dans une moindre mesure à des cloportes. Son nom en japonais comporte une erreur, bizarrement. Il se nomme Kosokumushi, ce qui signifie littéralement petit pied d'insecte sournois. Un bon vieux nom à rallonge, si vous aimez la paléontologie, vous devez y être habitué. À part le poisson d'argent, le trilobite et les isopodes ne sont pas des insectes. Dans ce cas, je propose, il faudrait créer le type arthropode, qui serait super efficace sur le type insecte, et à titre personnel, ça serait pas plus mal, SVP, pour enfin arrêter de mettre Mimigal et Migalos dans le type insecte. S'il vous plaît. Les araignées ne sont pas des insectes. Concernant ces dates d'apparition, on peut surtout se contenter d'hypothétiser, étant donné que là on est vraiment sur une fusion de 3 animaux différents. Vu ce qu'on vient de voir, il n'est pas incohérent de lui donner les mêmes que celles des trilobites, c'est-à-dire au tout début du Cambrien. En général, les trilobites, c'est 530-525 millions d'années quand ils apparaissent dans le registre fossile. En précisant que dans le monde des Pokémon, ces trilobites se seraient adaptés jusqu'à devenir des Sauf-Kipou, puis ont évolué pour devenir des Sarmurailles. Sarmouraï, le Pokémon blindé. Ce Pokémon est très habile avec ses 6 pattes, lui servant pour se battre. C'est un spécialiste des attaques par surprise. Sarmouraï habite dans des grottes sous-marines ou dans des épaves. Il s'y repose en silence. On va pas épiloguer dessus vu qu'on perd là l'inspiration fossile au profit d'un Batinum géant sous stéroïdes équipé d'une armure médiévale. Le Batinum se voit surtout sur la partie supérieure du Pokémon, les pièces de l'armure s'imbriquant de manière similaire au segment corporel de ce cousin aquatique des cloportes. Et comme c'est de l'actuel, je trouve que c'est un bon moyen de conclure ce chapitre sur les Pokémon tirés d'arthropodes fossiles, l'évolution de Sauf-Kipou en Sarmuraille représentant à la fois une belle revanche d'un Pokémon craintif, devenu une putain de machine à tuer spécialisée dans l'attaque par surprise, et aussi l'évolution des enfants novices découvrant Pokémon à des adultes des fois complètement pétés au niveau strat Pokémon. Et c'est sur ces mots que je te rends l'antenne, Karcha, et n'oubliez pas, il faut un type arthropode parce que plein de bestioles ne sont pas des insectes. Du genre anorite, ce truc n'est pas un insecte. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Moss. Alors, je te rassure, je suis pas quelqu'un de violent. Non, mais tu t'énerves tout le temps. Tu commences à m'énerver. Vous me croyez maintenant? Il s'énerve toujours contre moi. Il en a marre et... Hop hop, oh dommage, tu disparais. Bon, maintenant qu'on est tranquille, je tiens juste à parler d'un Pokémon qui est lié à Kabutops. Genesect, le Pokémon paléozoïque. Ce Pokémon insecte était le prédateur ultime il y a 300 millions d'années. La Team Plasma l'a ramené à la vie pour l'améliorer, elle l'a équipé d'un canon sur le dos. Et oui, ne l'oublions pas, Genesect est décrit comme un Pokémon fossile ramené à la vie et modifié par la Team Plasma. Ça va aller très vite, hein. Beaucoup de personnes pensent que ce Pokémon est en fait une version modifiée et améliorée de Kabutops. Le physique est très ressemblant, perso je suis assez d'accord avec ça, et l'inspiration de Genesect étant Kabutops, eh bien les créatures ayant servi de base sont les mêmes. C'est logique. Pour corroborer cette idée, il est décrit comme Pokémon paléozoïque, et comme ayant vécu il y a 300 millions d'années. Et quand est-ce que Kabutops vivait ? Il y a 300 millions d'années aussi. Ça fait beaucoup là, non ? Tu le fais pas dire, donc pour moi, il n'y a pas débat. Concernant le type acier-insecte, bah Genesect pourrait juste être un Kabutops ayant perdu le type eau pour s'adapter. N'ayant plus besoin de se rendre dans les mers, Genesect aurait perdu ce type eau. Le type insecte serait dû au traitement du fossile qui aurait supprimé tout aspect fossile justement du Pokémon. Le type acier, lui, symbolise juste les améliorations mécaniques du Pokémon. Bon, je disais qu'il n'y avait rien à dire sur lui, mais en fait si. Du coup, si on place son apparition au Carbonifère comme Kabutops, bah sa disparition, c'est la même chose, hein, vu que son espèce est bien éteinte. Allez, on reprend la vidéo. Fantirm, le Pokémon Amérante. Ce Pokémon est revenu sous la forme d'un Pokémon spectre, errant au-dessus des mers où il vivait. N'étant pas puissant seul, il se défend avec ses semblables. En voilà un Pokémon original et stylé. On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler.
Alors je tiens juste à remercier Eiffel qui m'a fait remarquer son inspiration car j'avais rien vu. C'est mauvais. Je me suis laissé berner par sa première inspiration qui est une fléchette de missile. Plaît-il? Ce mec-là, c'est une fusée. Ouais bah ça avait pas été encore fait ça. Son Pokédex nous donne un indice très intéressant. Fantirm serait l'esprit d'un animal marin. Bon, ce n'est pas un fossile, mais il est lié à un Pokémon mort. On pourrait le lier au dinosaure avec le type dragon, mais comme je vous l'ai dit, cette logique ne s'applique qu'aux fossiles, donc mauvaise piste. On va se rapprocher ici des amphibiens. La forme particulière du crâne de Fantirm le rapproche d'une lointaine créature, le Diplocolus. On retrouve bien la tête en forme de boomerang. Sur Fantirm, on peut voir néanmoins des branchies externes, peut-être liées à l'axolot. Le reste du corps est celui d'un esprit avec une sorte de morceau de chaîne sur le corps. Ces évolutions gardent les mêmes caractéristiques et il n'y a rien de plus à dire même si l'Ansorien gagne des mains qui ne possèdent pas de membrane de peau entre les doigts. Bizarre pour un ancien Pokémon aquatique. Et je chipote aussi, mais Dispareptile devrait plutôt s'appeler Dispamphi car le Diplocolus n'est pas un reptile. Donc ces Pokémon feraient partie de la famille des Chiroptères pétontidés comme le Diplocolus, et sur la frise chronostratigraphique, on placerait Fantirm, Dispareptile et Lansorien au Permien. Carapagos, le Pokémon Tortantique. Il peuplait les océans il y a 100 millions d'années. Il pouvait plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Carapagos n'hésitait pas à aller sur la terre ferme pour chasser ses proies. Carapagos, son nom vient de Carapace et Galapagos. On peut donc se dire qu'il est inspiré de la tortue géante des Galapagos. Néanmoins, je vous propose de nous pencher sur le nom japonais original de Carapagos, Protoga. Ce serait la contraction de Protostega et de Tortuga signifiant tortue en espagnol. Et là, on peut commencer à travailler. La Protostega est une tortue de 3 mètres ayant vécu au Crétacé supérieur il y a environ 83 millions d'années. On peut voir que celle-ci ressemble beaucoup plus à notre Pokémon que la tortue géante des Galapagos. On comprend mieux l'aspect fossile de Carapagos, il est inspiré de la Protostega. Il y a néanmoins quelque chose qui pourrait nous faire tiquer. Le Pokédex nous dit que cette petite tortue vivait il y a 100 millions d'années. On peut très vite se dire qu'il est plus simple de mettre 100 millions d'années que 83 pour les enfants. C'était vivement recommandé, disons. Concernant son design, eh bien il est assez fidèle et réussi. On retrouve bien l'aspect de notre tortue du Crétacé même si la carapace est différente. Carapagos possède des sortes de cercles sur la carapace. Là je n'ai pas d'autres explications qu'un choix artistique, peut-être pour appuyer le type roche du Pokémon. Ce Pokémon fossile peut être classé dans la famille des Protostegidae. Megapagos, le Pokémon Tortantique. Ses bras surpuissants sont capables de briser la coque des paquebots. Il utilise ses mâchoires pour broyer les coquilles d'Amonistar ou d'Amonita, permettant ainsi de renforcer sa propre carapace. Megapagos, voilà ce que devient Carapagos au niveau 37, une tortue vénère. Concernant son inspiration, il reste dans la lignée de Carapagos, même si on peut voir peut-être une inspiration venant de la tortue des Galapagos ou de l'Archélon vu la grosseur de la carapace. Physiquement, c'est un mélange entre une tortue marine avec ses palettes natatoires et une tortue terrestre avec ses pattes arrière. Ce look est justifié par sa description Pokédex. Il chasserait ses proies sur terre et se dirigerait ensuite vers la mer pour la noyer, d'où son look de plongeur. Après plusieurs recherches, je n'ai trouvé aucune tortue ayant ce mode de chasse, hors celle-là dans cette vidéo. Nani? Même si cela peut être un cas isolé. On peut tout de même le rapprocher de certains serpents ou lézards, chose intéressante. Megapagos est décrit comme chassant et broyant les Amonita et Amonistar, dont nous avons parlé précédemment. On reconnaît ici le régime alimentaire de certaines tortues, comme la tortue lutte. Celle-ci se nourrit en partie de calamars ou de crustacés. Certes, Amonita n'est pas un crustacé, mais Protostega aurait pu se nourrir d'ammonites, broyant leurs coquilles avec son bec. C'est une caractéristique attribuée à Megapagos par le Pokédex. Vu les chicots que se tape Megapagos, je n'aurais pas aimé être un Ammonita. Du fait de son mélange d'inspiration, on peut classer notre tortue badass soit dans les Protosteginae, comme Carapagos, soit dans les Testudinidae, pour son côté tortue géante des Galapagos. Sur la frise chronologique des Pokémon, on peut donc placer Carapagos et son évolution sur le Crétacé supérieur. Alors pour Megapagos, voilà un concurrent de taille à notre cher Tortank, même si perso j'aime pas trop le fait de toujours représenter ce qui est censé être des animaux avec une posture debout pour les rapprocher des humains, et continuer avec cette idée erronée que summum de l'évolution égale humain. Amonita, le Pokémon Spirale. De son vivant, il se nourrissait de plancton. Lorsqu'il se sentait en danger, Amonita se repliait dans sa coquille. Les traces de morsures sur cette coquille indiquaient que les Aeropteryx le chassaient. Amonita est certainement le plus facile à identifier. C'est un bon poissonnet.
Ah non, c'est une ammonite. Son nom français l'indique bien, on peut directement le classer dans la sous-classe des ammonoïdés. Par contre, pour la famille, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'il soit inspiré d'une espèce en particulier, donc pour donner une famille Ammonita, ça me paraît compliqué. Je tiens juste à débunker 2 choses du Pokédex. Ces 2 trucs là, c'est des conneries. Pour connaître cette période, nous allons nous baser sur sa description dans Ultra Soleil. Connaissant approximativement les dates d'Aeropteryx, on peut placer Ammonita au Jurassique. Bon, vous allez dire que je suis chiant, mais Game Freak, il ne faut pas confondre Nautile et Ammonite. Certes, en japonais, son nom évoque les Nautiles, mais Ammonita n'a rien à voir avec les Nautiles. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, sinon au niveau physique, il est assez juste et simple, hein. Il correspond bien à l'idée que l'on se fait des ammonites avec ses petites tentacules. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce petit Pokémon, passons maintenant à son évolution. Ammonistar, le Pokémon spirale. Ce Pokémon utilisait ses tentacules pour capturer ses proies avant de les dévorer avec ses crocs acérés. Il se serait éteint à cause de sa coquille devenue trop lourde. Au niveau 40, Ammonita évolue en ammonite qui fait flipper. Bon, là encore, Ammonistar est inspiré de l'ammonite, mais il y a à boire et à manger. C'est un bordel. Sa coquille reste la même, mais il y a des pics en plus. Ça me rappelle Jurassic World le jeu, où plus tu montes tes dinos de niveau, plus il y a de pics. Oh t'inquiète, on parlera de toi un jour. Mais du coup, je n'ai trouvé aucune ammonite ayant ce genre d'ornementation, mais je pense que c'est pour remarquer la différence entre Ammonita et Ammonistar. Concernant sa bouche, elle est semblable à celle des étoiles de mer ou bien celle de certains oursins. Cela paraît cohérent avec l'autre partie de son inspiration, l'étoile de mer. Cette bouche et ses 4 bras sont les éléments de design tirés de l'étoile de mer. Son mode de chasse me fait penser au calamar qui broie les crustacés avec son bec, sauf que lui, il broie des coquillasses. D'ailleurs, coquillas, il est là depuis vachement longtemps aussi, hein. Allez, on passe au prochain. Loclas, le Pokémon transport. Ce majestueux Pokémon est utilisé par les humains comme moyen de transport, notamment grâce à son caractère docile. Malheureusement, ces Pokémon sont en voie d'extinction, chantant le soir pour retrouver ses congénères. Bon, je pense que Loclas fait partie des Pokémon les plus connus de cette vidéo. Il fait partie des 3 premiers Pokémon créés, ce qui en fait un des plus importants du point de vue historique. Sous ses airs majestueux, on peut reconnaître aisément un plésiosaure old school, typique des premières représentations de ces animaux, notamment au 19e siècle. Loclas provient de Loch Ness et classe. Une étymologie assez simple en somme, mais efficace. Voilà, et ben ça par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Vous connaissez tous d'ailleurs, je pense, le monstre du Loch Ness, considéré comme un plésiosaure qui aurait survécu à l'extinction. On peut d'ailleurs retrouver plusieurs clins d'œil à Loclas par rapport à cette légende. Donc non seulement son anatomie générale, qui évoque la célèbre photographie, mais également dans son type. En effet, Loclas est de type eau et glace. Le type eau provient du milieu de vie du plésiosaure. D'accord. Mais pourquoi le type glace, me diriez-vous ? C'est ça que je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas quelque part. Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse, mais cela pourrait être une référence à une des origines de Nessie. Certains pensent qu'un plésiosaure aurait pu survivre à l'extinction en ayant été emprisonné dans la glace, lui ayant permis de survivre jusqu'à nos jours, et suite au réchauffement de la Terre, la glace ayant fondu, le plésiosaure serait de retour parmi nous et aurait fini par arriver dans les eaux du Loch Ness. Bon, je ne vais pas m'étaler sur Nessie, mais même si la croyance populaire veut que ça soit un plésiosaure, retenez que la morphologie de son cou, en S, est impossible pour ces animaux en raison de l'anatomie de leurs vertèbres cervicales. Fait intéressant, notons que Loclas est considéré comme un Pokémon en voie d'extinction. Il est d'ailleurs fréquemment à la recherche de ses semblables. Triste histoire de voir un si beau Pokémon en danger, et on ne peut pas s'empêcher de faire une analogie entre cet univers fictif qui, au final, n'est pas si différent du nôtre et de l'actuelle extinction en cours. Mais revenons à l'anatomie de notre Pokémon. On retrouve, comme on l'a déjà dit, le long cou allongé des plésiosaures.
même si la position verticale en S faisant hommage à Nessie n'est pas possible pour un plésiosaure, hein, rappelons-le encore une fois. L'Oclas possède également des palettes natatoires, hein, lui permettant de nager et de se propulser dans l'eau. Et ça c'est très intéressant puisque ça nous renseigne sur le fait qu'il descend probablement de Pokémon terrestres. Étonnant, non? L'Oclas s'avère aussi être dépourvu de dents, contrairement à nos plésiosauridés inconnus, pour être de redoutables prédateurs piscivores. Bon, là en l'occurrence, du coup, l'alimentation de l'Oclas est quelque peu mystérieuse. Peut-être par des mouvements de succion aspire-t-il petits poissons et autres proies de petite taille. Mais on remarque aussi de très nombreuses ornementations. Par exemple, ont été rajoutées pour rendre le Pokémon plus élégant, des oreilles externes enroulées, structure assez spéciale, une corne faisant écho à la licorne ou au narval ou à je ne sais quelle autre référence. Et enfin, surtout, il possède une carapace de tortue. Ce qui peut vous sembler étrange, hein, mais cette carapace, eh bien, se trouve faire un écho... Toi, t'as peut-être des échos à une œuvre de fiction d'un des plus célèbres écrivains français, Jules Verne. Car en effet, dans Voyage au centre de la Terre, il décrivait les plésiosaures comme ayant un long cou sortant d'une carapace. Bon allez, l'heure de conclure approche. Pour le placement de l'Oclas sur une frise chronostratigraphique, eh bien, plaçons-le, disons, au Jurassique supérieur. Et puis, allez, certainement, l'extinction de la majorité des individus a dû avoir lieu à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Pour la classification, comme on n'a pas arrêté de le dire, malgré toutes ces caractéristiques étranges, bon, on peut éventuellement parler de plésiosauridés. Mais bon, retenez bien que ces dernières informations de conclusion sont purement indicatives et ne reflètent absolument pas la réalité, bien entendu. Alors concernant mon avis personnel, l'Oclas a toujours été un de mes Pokémon favoris, et ce depuis que je jouais à Pokémon version bleue. C'était d'ailleurs l'un de ceux dont je voulais désespérément posséder, c'était voilà, obligé. Sinon, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi, tout simplement parce que voilà, il fait écho à toute une culture populaire très riche, que ça soit tant Nessie que Voyage au centre de la Terre, qui est l'un de mes romans préférés. Enfin voilà, littéralement, ce Pokémon, il réunit pour moi tout un cahier des charges qui fait qu'il est clairement l'un de mes favoris. Merci Karcha pour l'invitation, et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Ptera, le Pokémon fossile. Il a été ramené à la vie à partir d'une ambre. Ptera dominait les cieux à son époque, attaquant ses proies à la gorge. En revanche, il était très faible sur Terre. Voilà encore un des fossiles de la première génération. Bon, Ptera est clairement inspiré du ptérodactyle, comme le montre son nom, surtout en anglais. Au niveau du physique, c'est pratiquement un copier-coller, même si la crête est très peu développée. On retrouve néanmoins 3 doigts aux pattes, contrairement aux 4 habituels chez l'optérodactyle. Il possède des dents sur sa mâchoire inférieure, alors qu'elles sont absentes sur la partie supérieure. Bon, alors là on peut supposer que la partie inférieure représente le ptérodactyle, et la partie du haut représente le célèbre ptéranodon, possédant un bec sans dents comme l'indique son nom. Petit détail, si on regarde sa queue, on remarque une sorte de petite pointe que l'on retrouve chez les dragons. Oui, certes. Mais surtout chez les anciennes représentations des ptérosaures. Et oui, comme quoi, il y a des petits clins d'œil un peu partout. Ptera est considéré comme un grand prédateur. Le ptérodactyle était, quant à lui, carnivore, mais se nourrissait essentiellement de poissons. En partant de là, il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui, ni sur sa méga évolution. Concernant son évolution, il aurait succombé à un astéroïde, le même qui est censé avoir tué les dinosaures non aviens. Nous on sait maintenant que cette hypothèse n'est pas vraie et que ce n'est pas l'astéroïde seul qui a éradiqué ces créatures. C'est plutôt un ensemble de facteurs combinés qui a causé cette extinction.
Reliquante, le Pokémon longévité. Ce Pokémon a vécu pendant 100 millions d'années dans les mers. On a redécouvert ce Pokémon lors d'explorations sous-marines. Il n'a pas évolué depuis 100 millions d'années et se nourrit toujours de petits organismes. Le fameux Reliquante, Pokémon incontournable, non pas pour sa puissance mais pour son utilité. En effet, dans Ruby, Saphir et Émeraude, Reliquante avec Wailord permet de débloquer la capture des 3 Régis légendaires, Regirock, Regice et Registeel. C'est assez logique car Reliquante est décrit comme un Pokémon très ancien, très rare qui a survécu aux extinctions de masse. Ça ne vous rappelle pas un animal? Son nom est assez évocateur. Reliquante vient de relique et surtout du Sélacanthe. On n'a donc pas besoin de chercher plus loin pour l'inspiration. Même si physiquement on est pratiquement sur un vrai Sélacanthe, dans sa description, on a des différences. Reliquante a, comme le Sélacanthe, survécu à de grandes crises du vivant comme je l'ai dit plus tôt. Mais ce Pokémon, selon le jeu, n'aurait pas évolué. Monumentale erreur. Ça revient à dire que ce Pokémon est ce que l'on appelle un fossile vivant, ce qui aux yeux de l'évolution n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est fini ça, c'est terminé ça. Lorsque l'on a redécouvert le Sélacanthe au cours du siècle dernier, nous avons pu constater que les spécimens actuels n'étaient pas identiques aux Sélacanthes fossilisés. Si vous voulez un exemple de différence, les représentants fossiles avaient des poumons plus volumineux que les spécimens actuels. À quoi cela est dû? Eh bien, les spécimens disparus vivaient en eau moins profonde que les spécimens actuels. Les poumons n'étaient donc pas sollicités de la même manière. C'est marrant car dans la 3G, Reliquante ne vit que dans les profondeurs et nécessite plonger pour être capturé. Les Sélacanthes actuels semblent même perdre l'usage des poumons pour n'utiliser que leurs arcs branchiaux pour respirer. Ah ouais? Ouais. De plus, les spécimens actuels et fossiles ne sont pas classés non plus dans les mêmes familles. Les spécimens actuels sont mis dans la famille des Latimeridae, tandis que les spécimens fossiles du Crétacé appartiennent à la famille des Myxonidae. Vous voyez donc pourquoi les Reliquantes ne peuvent pas être les mêmes qu'il y a des millions d'années. Si on veut être précis, les Reliquantes actuelles pourraient être attachées aux 2 espèces de Sélacanthes actuelles, Latimera chelumnae et Latimera menadoensis. Ou plutôt aux 3 espèces de Sélacanthes, une nouvelle espèce a été découverte en cette année 2020. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Point intéressant, le lien qu'entretient Reliquante avec les grottes est comparable au fait que les Sélacanthes actuels se reposent dans des grottes sous-marines la journée avant de devenir actifs la nuit. Pour sa classification, eh bien, je le classerais bien dans les Latimeridae, car c'est un spécimen actuel. Mais comme le monde de Pokémon considère à tort qu'il n'a pas évolué, je le classerais juste dans l'ordre des Sélacantiformes. Pour l'apparition de cet ordre, eh bien, je le placerai au Dévonien inférieur, date d'apparition du clade des Actinistiens. Le clade des Sélacanthes, si vous voulez. Ce Pokémon à titre personnel me fait plaisir, car il n'y a pas beaucoup de poissons à nageoires charnues dans cette série de jeux. La majorité sont des poissons à nageoires rayonnées, comme Magikarp ou Écaillon. Et que dire des requins et des raies dans cet univers? Mais on s'égare. Je vais donc redonner la parole à Karcha. Pierre. Raikou, le Pokémon Foudre. Ce Pokémon est considéré comme légendaire par la population. Raikou a la capacité de maîtriser la foudre comme il le souhaite. Ses facultés lui ont valu la réputation d'être né à partir d'un orage. Il parcourt le monde avec ses 2 comparses, Entei et Suicune. Raikou, le dieu de la foudre. Il est sujet à de nombreuses théories concernant ses origines. Un Voltali ressuscité? Un Méga Voltali? Bah c'est pas ici que vous allez avoir la réponse. C'est le type électrique des fauves légendaires. Ses motifs ressemblent à ceux du tigre, mais un détail minime le différencie. Ses dents. Là encore, c'est un seul élément de design qui fait penser à une bête disparue. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Ses dents sont caractéristiques du Smilodon, plus connu sous l'appellation tigre à dents de sabre. Ces motifs tigrés font donc peut-être référence à ce surnom. Il est aussi plus grand que le Smilodon avec ses 1,9 m de haut. Ce fut bref pour ce maître de la foudre, mais il n'y a pas énormément à dire sur lui. Il n'a pas grand chose en commun avec le Smilodon à part ses grandes canines. Donc tout ça, pour ça. Même si les conditions d'apparition de Raikou sont mystérieuses, on pourrait le placer au Pléistocène, comme le Smilodon. Mamochon, le Pokémon de défense. Ce Pokémon vivait il y a 10 000 ans et fut conservé dans la glace. Ses défenses spectaculaires sont glacées. Il a failli disparaître dans la canicule ayant suivi l'ère glaciaire. Mamochon, il est un parfait mélange entre le mammouth et le phacochère. Il reste dans la continuité de sa lignée évolutive avec Marcacrin, qui, comme son nom l'indique, vient du marcassin, le petit du sanglier.
Ensuite, nous avons Cochignon, partiellement inspiré du phacochère. Quand on voit Macacrin et Cochignon, on comprend la logique. Ils reprennent des animaux faisant partie de la famille des cochons, les suidés. Par contre, Mamocho, de par son aspect, semble plus proche des mammouths et fait un peu office d'intrus. Certes, on comprend ce choix d'évolution, mais il faut bien rappeler que le mammouth ne fait pas partie de la famille du phacochère ou du sanglier. Le mammouth appartient à la famille des éléphantidés, où l'on trouve les éléphants actuels, l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Il semble difficile de définir de quelle espèce de mammouth Mamochon peut être rapproché. Si l'on regarde ses défenses, elles sont longues, droites et recourbées. Elles semblent se rapprocher du mammouth des steppes, dont le nom scientifique est Mammuthus trogonteri. Les défenses de Mamocho ne semblent pas correspondre par leur taille et leur grande recourbure à celles du célèbre mammouth laineux. Mais il n'y a pas assez d'indices pour pouvoir en conclure quoi que ce soit. Une analyse plus poussée sur la denture de Mamochon pourrait permettre d'en savoir plus. Concernant le reste du physique de ce Pokémon, on voit bien qu'il possède comme ses préévolutions le groin du phacochère entouré par une touffe de poils. Cette caractéristique l'éloigne plus du mammouth car, contrairement à celui-ci, il ne possède pas de trompe. Sa toison est beaucoup moins développée qu'avant et sa queue n'est représentée que par un petit groupe de poils. On retrouve des pattes légèrement plus hautes à l'avant qu'à l'arrière, chose que l'on retrouve bien chez les mammouths qui les distinguent d'ailleurs des éléphants modernes. On peut noter que Mamochon ne possède pas d'oreilles alors que sa préévolution en possédait de très développées. D'ailleurs, le mammouth laineux possédait des oreilles très réduites contrairement à ses cousins les éléphants, et notamment si on compare avec l'éléphant d'Afrique. Ce qui est normal car l'éléphant d'Afrique vit dans des environnements très chauds et ses grandes oreilles lui permettent d'évacuer son trop-plein de chaleur. Heureusement, il y a ces grandes oreilles qui sont parcourues de petits vaisseaux sanguins. Alors le sang circule dans les oreilles et au contact de l'air, il évacue sa chaleur, le sang refroidit. Comme ensuite il circule dans tout l'éléphant, eh bien c'est tout l'organisme de l'éléphant qui refroidit. Et quand l'éléphant bat des oreilles, eh bien c'est pour renouveler l'air, pour mieux évacuer sa chaleur. Le mammouth laineux vivait pendant la période glaciaire et donc n'avait pas besoin de cela. Au contraire, il devait plutôt limiter sa perte de chaleur. Mamochon présente d'autres références au mammouth, comme son type glace ou bien son talent isogresse, utilisant le gras du Pokémon pour le protéger des attaques glace et feu. On peut également préciser que sa préévolution Cochignon évolue au niveau 33 grâce à l'apprentissage de pouvoirs antiques, marquant bien le côté ancien du Pokémon. En revanche, Mamochon a eu plus de chance que le mammouth laineux, car il ne s'est pas éteint à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Si l'on veut le placer sur la frise chronologique, il serait apparu au Pléistocène et serait encore présent parmi nous si on se fie au Pokédex. Si je peux glisser un avis personnel, je pense que les créateurs de Pokémon ont pris beaucoup de liberté vis-à-vis du mammouth pour créer Mamochon, si bien que je trouve le Pokémon pas vraiment fidèle à son inspiration. Mais Mamochon reste un Pokémon très classe et on peut quand même apprécier le mix entre un éléphantidé et un suidé. Et voilà, on en a fini avec les Pokémon et Dieu sait que ce fut long et fastidieux. Mais bon, on a réussi à trouver les inspirations d'à peu près chaque Pokémon et en plus de rectifier certaines choses. C'est quand même cool que Game Freak ne pense pas qu'aux dinosaures pour créer ses Pokémon fossiles ou alors pour créer ses autres Pokémon. Je pense que certains d'entre vous n'avaient pas vu certaines références et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des recherches. Ça peut permettre aux enfants de découvrir certains animaux qu'ils n'auraient peut-être pas pu découvrir en temps normal. Je tiens maintenant à remercier ceux et celles qui ont participé à cette vidéo. Ils ont pu compléter mes recherches sur les Pokémon et aussi les présenter en vidéo. Dans l'ordre d'apparition, il y a... Je remercie donc Alexis de la chaîne Alexis Rastier, Amy de la chaîne Moss, Cédric de la chaîne Cédric Jurassic, FL de la chaîne FL Reptile, Steel de la chaîne Palo Steel, Paléogie de la chaîne Paléogie bien entendu, et je remercie aussi Edouard qui a fait toutes les voix du Pokédex des deux parties de la vidéo, et aussi Valéoraptor qui a fait une apparition dans la première vidéo, mais vu que les deux vidéos sont liées, je préfère encore une fois le remercier. Je remercie aussi Venator de la chaîne Fauna Stadium qui a fait un petit cri dans cette vidéo, bon, c'est pas grand chose mais je le remercie pour sa participation et pour m'avoir bien fait rigoler pendant ce montage. Merci d'avoir accordé du temps à ce projet qui me tenait vraiment très à cœur. Vous retrouverez toutes leurs chaînes en description, ainsi que la chaîne de la Palosphère et le Discord de la Palosphère. Après ces grosses vidéos, moi et Alfred, on va essayer d'aller prendre un peu de repos, mais aussi travailler sur l'Archosaur numéro 13,
et travaille sur son projet à lui aussi. C'est pas trop tôt, hein. Bon, je vous en dirai plus dans Darkosaur 13. Ouais, ça me paraît pas mal. Sur ce, on vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et comme d'habitude, on vous dit... à plus dans un autre temps.